les enfants? Eh bien écoutez, je viens vous voir ce matin parce que vous n'aurez pas de maîtresse. Pendant 2 jours, votre enseignante est absente et il n'y a pas non plus de maîtresse pour la remplacer. Donc je vais vous répartir dans les autres classes, les 4 classes. Alors répartir, ça veut dire quoi? Répartir, je vais vous faire des petits groupes, je vais vous partager 6-7 élèves et donc vous allez aller dans une autre classe avec une autre maîtresse. Donc voilà, il faudra être un peu cool quand même, c'est des effectifs de 37, 38 par classe, donc bon, il n'y aura peut-être pas non plus des places assises pour tout le monde, mais bon, les collègues vont gérer, il n'y a pas de souci, etc. Donc voilà, cette situation de non-remplacement des maîtres absents, c'est quelque chose en fait qui j'ai vécu, eh bien ma foi, pas mal de fois dans ma carrière, soit en tant qu'enseignante qui devait accueillir les élèves de mes collègues, soit en tant que directrice d'école, devant gérer l'absence de mes collègues et la répartition des élèves. Alors au début, je trouvais ça plutôt normal, en fait, voilà. Parce que à ce moment-là, la politique éducative qui était menée par un célèbre ministre, par un ministre qui restait célèbre par sa phrase, je pense que dans la salle, il y en a qui doivent se souvenir de cette phrase qui est restée dans les mémoires. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui saurait dire ce que ce ministre a pu annoncer? Pardon? Il faut dégraisser le mammouth. Il faut dégraisser le mammouth. Alors voilà, donc ça c'est très imagé, non? Donc il faut dégraisser le mammouth, et donc ce ministre s'appelait Claude Allègre. Bravo, vous avez des connaissances. Hein. Alors, Claude Allègre, en effet, ministre de l'Éducation nationale, donc sa volonté, en fait, c'était de diminuer, voire supprimer un certain nombre de postes, en fait, dans les établissements du premier et du second degré. En l'occurrence, les postes visés, c'était les médecins scolaires, les infirmières scolaires, les postes administratifs. Alors en Ille-et-Vilaine, particulièrement sur le premier degré, on a subi ce qu'on appelle des fusions d'écoles. En fait, c'est des directeurs d'école qui partent en retraite ou éventuellement qui sont mutés, qui se demandent un autre poste. Et en fait, l'éducation nationale en profite pour fusionner la maternelle et l'élémentaire. Comme ça, on maintient qu'un poste. Ça coûte moins cher, ça ne fait pas des petites unités de travail, mais donc ça permet de faire des réductions au niveau de l'éducation nationale. Et puis, la dernière chose aussi, bien évidemment, c'est de supprimer et de limiter le recrutement des enseignants, ce qui a engendré, évidemment, le non-remplacement des maîtres absents. Alors au début, je trouvais ça tellement normal en fait que le jour de ma décharge de direction, j'étais directrice d'école maternelle, eh bien, alors je vous explique une décharge de direction. Moi, j'ai pas connu la réforme Payon. Vous savez, les 4 jours et demi là qui existent aujourd'hui. Donc, moi, c'était 4 jours semaine. C'était super, hein. Donc, 3 jours de classe et 1 jour où j'étais donc sur la direction de l'école. Donc cette situation, je la trouvais tellement normale que le jour où j'étais en décharge de direction, qu'il y avait une collègue absente, en fait, je prenais sa classe. C'est sympa, non, pour mes collègues? Voilà. Bon, au bout d'un certain temps, quand même, ça m'a quand même posé question, parce que je me suis dit, bah ouais, mais en attendant, qu'est-ce qui fait mon boulot de direction? Moi, le jour où je ne suis pas dans mon bureau, personne. Puisque, donc ça supposait que ce travail, je le fasse le soir ou le week-end. Donc ça, ce questionnement-là, j'avais les réponses. Mais alors par contre, il y en a eu d'autres après. Je n'ai pas vraiment toutes les réponses. L'autre question qui m'était venue à l'esprit, c'était est-ce que finalement je ne suis pas en train d'invisibiliter un dysfonctionnement du système éducatif en réglant en interne les difficultés du non-remplacement des maîtres? Bon, ça. Et puis, deuxième question, c'était est-ce que je ne cautionne pas finalement une volonté d'une politique de démantèlement du service public d'éducation? Et puis enfin, est-ce que l'État, l'administration éducation nationale, ne doit pas mettre tout en œuvre pour donner ou, permettre un service d'accueil de qualité à tous les élèves? Alors par rapport à toutes ces questions, j'ai réuni mes collègues, puis on en a pas mal discuté et tout ça, et puis on était assez d'accord pour dire que, déjà, le jour où j'étais en décharge de direction et qu'il y avait une enseignante absente, je reste dans mon bureau. Je ne prends plus la classe. Bon, c'était un petit peu difficile au départ. Après, évidemment, on invisibilise le dysfonctionnement. On cautionne une politique éducative. Et
on était assez d'accord aussi que l'État devait mettre en place un accueil de qualité pour tous les élèves. Suite à ça, en 2000-2001, je me trouve dans une situation un peu particulière sur mon école. Juste avant Noël, 2 semaines avant Noël, 2 enseignantes absentes. 5 classes, on tombe à 3 classes. Comme d'habitude, j'appelle l'inspection départementale. Ouais, non, Françoise, pas de remplaçant. Là, aujourd'hui, on est à -7. Waouh, -7. Alors, ça veut dire qu'il y a 7 postes qui ne sont pas remplacés. Et qu'en plus, la priorité, c'est s'il y a un remplaçant, on le met sur l'école élémentaire. L'école maternelle, ça passe après. Donc, -7, je me suis dit, là, les 2 semaines qui vont venir, ça va être un peu compliqué, quoi. Donc en urgence lundi, je réunis aussi encore mes collègues, puis je leur dis écoutez, là ça va pas être supportable, vous savez c'est une fin d'année scolaire, en général on est en pleine forme, on n'a rien à faire, c'est super, voilà, donc on peut se permettre de vivre 2 semaines avec 3 classes et 47 et 45 élèves par classe, donc ça se fait très très bien, quoi. Donc non, pas du tout. En général, on est un peu crevé quand même, il y a un plat de bilan à faire, il y a en plus les festivités de Noël, donc c'est plutôt fatigant. Et là on décide ensemble de se dire, il va falloir mener une action collective. Ah ouais, excellente idée. Sauf que moi, initiatrice d'une action collective, jamais. J'avais encore jamais fait ça. Par contre, j'en avais participé à plein, parce que les syndicats appelant quand même aux manifs, tout ça, moi j'étais allée à une manif, des sittings à l'IA, des occupations d'école, enfin plein de choses comme ça, mais initiatrice d'une action collective, ça jamais. Donc on a un petit peu réfléchi ensemble, et puis on s'est dit, il faut peut-être procéder par étapes. Donc la première étape, c'était de dire, est-ce qu'on a des personnes avec qui on va pouvoir mener ces actions dans l'école, dans la communauté éducative. Bon, style les parents et le conseil d'école, les élus locaux, pourquoi pas le député, enfin voilà. Et puis après, peut-être informer aussi, parce qu'en général, les parents, ils viennent dans l'école, ils déposent leurs enfants, mais ils ne savent pas trop ce qui s'y passe quand même, si on n'informe pas. Donc informer aussi nos parents, et puis voir si on peut mener une action ensemble. Et puis aussi voir évidemment le résultat de cette action. Donc je rencontre tout d'abord les parents du conseil d'école. Les parents du conseil d'école, ce sont les parents qui sont élus par l'ensemble des parents au début d'année scolaire et qui représentent l'ensemble des parents de l'école. Donc très vite ils prennent le relais parce qu'eux aussi quand même sont surpris devant la situation de non-remplacement et se mobilisent, font une lettre d'information aux parents d'élèves, envoient aussi un courrier aux élus, aux députés, mettent en place une pétition pour le remplacement des enseignantes absentes et occupent l'école. Et ils font venir les médias. Alors ça, l'inspection académique, ils n'aiment pas du tout. Ça fait un peu de foin, ils n'aiment pas trop. Donc, moi, ça m'a soulagée aussi parce que j'avais quand même une classe pendant 3 jours et une direction d'école. Mais je restais disponible pour les accompagner dans la rédaction des courriers, etc. Finalement, le jeudi matin, on a une remplaçante qui arrive sur l'école. Alors vous me direz, tout ça pour une remplaçante, petite victoire. Non. Enfin, pour moi, c'est une grande victoire. Parce que déjà, la configuration de l'école était complètement différente. 4 classes, on se retrouvait à 31, 32, ce qui est un effectif tout à fait commun dans les écoles maternelles de nos jours. Et grande victoire parce que, en fait, ça m'a fait conscientiser plein de choses. D'abord qu'on avait des alliés sur l'école. Les parents d'élèves, les élus locaux. Qu'ensemble, on pouvait lutter, s'opposer à une situation qui était imposée par une institution. On a conscientisé aussi que une action collective, finalement, c'était indispensable pour faire plier l'adversaire. Et que moi, toute seule, avec mon téléphone, j'aurais pu téléphoner je ne sais pas combien de fois. Enfin, je n'aurais jamais eu de remplaçant sur mon école. Alors, cette action collective, cet acte de désobéissance, je ne sais pas trop comment l'appeler en fait, je n'ai pas encore trouvé le terme, peut-être le terme opposition, petit acte de rébellion, je ne sais pas trop, pour pas trouver quelque chose qui désobéit, quoi. Ça va être un peu la pierre fondatrice en fait de toutes mes résistances après par rapport à l'institution d'éducation nationale. Et cet acte de désobéissance, en fait, il va être très émancipateur pour moi. Il va me donner cette force en fait de m'opposer quand nécessaire contre une institution. Et en 2000-2001, cette période, en fait, je décide de devenir une désobéisseuse. Une désobéisseuse pour l'école. Et donc, je vais désobéir pour l'école.
Voilà, donc j'ai décidé de désobéir pour l'école. Il y a un super petit livre qui s'appelle comme ça, Désobéir pour l'école, qui est très intéressant. Il vous donne plein de petites billes et c'est vraiment super. Donc j'ai décidé de désobéir pour l'école comme certains de mes collègues, comme Bastia Casal, Alain Raffalo, mais pas seulement des collègues. Il y a aussi tous ces travailleurs et ces travailleuses de l'école, qui en fait, les parents d'élèves aussi, qui inventent au quotidien en fait des moyens de résistance et qui ne craignent pas de désobéir. La désobéissance, pour moi, ça va être une manière de faire du politique. Je vais vous lire un petit passage de Raffalo sur la désobéissance des enseignants qui m'a beaucoup parlé. Et je trouve qu'il illustre bien, en fait, ce que j'ai un petit peu raconté dans cette introduction de conférence. Lui, il dit, de même, cette attitude de désobéissance, décidée en conscience, permet à l'enseignant de mettre ses actes en accord avec ses convictions et d'œuvrer pour le bien public. Les enseignants qui n'appliquent pas les dispositifs contestés peuvent légitimement invoquer l'état de nécessité pour justifier leur désobéissance. Il ne peut pas faire autrement que de désobéir, puisque obéir signifierait renier le rôle d'enseignement ou d'enseignant. Lorsqu'un fonctionnaire a la conviction que son obéissance se conduirait à se rendre complice d'une injustice préjudiciable à ses concitoyens, il doit désobéir. Et sa désobéissance est une forme supérieure de civisme. Un fonctionnaire doit être un homme avant d'être un sujet. Et un homme responsable obéit aux exigences de sa conscience plutôt que de se soumettre aux injonctions de l'État. Et rien ne sert ici de brandir l'argument fallacieux qu'un fonctionnaire, ça obéit ou ça démissionne. Donc ça, je me suis inspirée de tout ça. Et donc, je suis devenue désobéissante. Alors, désobéir, c'est pas si facile que ça. Il y a Dewey qui dit désobéir. Dewey, c'est un philosophe américain, psychologue et pédagogue, qui dit que désobéir, c'est hyper flippant. C'est vrai? Parce qu'en fait, c'est garder un regard critique. C'est aller parfois prendre des risques. C'est aussi parfois aller jusqu'à la rupture. Moi, j'ai frôlé ça dans une de mes désobéissances, que je vous raconterai tout à l'heure. Mais c'est aussi super jubilatoire. Parce que désobéir, c'est rester un adulte libre, créatif, imaginatif, qui peut s'opposer quand il décide contre plein de choses. Voilà. J'espère que vous allez bien. C'était en fait mon introduction et je vais commencer ma conférence. C'est chaud, hein? Non? Vous ne trouvez pas? Il a fait froid tout le temps et là il fait chaud. Alors ma première rencontre avec l'école, elle est un petit peu particulière. En fait, à adolescent, je n'étais pas destinée à rencontrer l'école aussitôt dans mon enfance. Je nais en 1955, je m'appelle Claude de mon nom et Annie de mon prénom. 15 jours après ma naissance, je me retrouve à l'orphelinat, à Rennes, où je vais rester jusqu'à l'âge de 14 mois. En début 1956, un monsieur et une dame viennent à l'orphelinat pour adopter une petite fille. Ils avaient déjà adopté un petit garçon. Et ils me choisissent. Super. Ils choisissent et ils m'adoptent. Mais ils m'adoptent pour de vrai. Parce que ils vont changer mon nom. Ils vont me donner le leur, celui que je porte aujourd'hui, Anctille. Ils vont aussi changer mon prénom. Pourtant, Annie Anctille, bon, ça sonne pas si mal que ça, quoi. Hein. Bon, alors, changer mon prénom. Bon. Ils vont m'appeler François. Ben, en fait, ça sonnait bien, mais ce papa et cette maman, ils avaient une petite fille qui était décédée à la naissance. Donc, ils ont voulu donner le prénom de la petite fille qui était décédée à la naissance. Vous allez dire, bah dis donc, il a rentré dans la vie, waouh, super. Donc, l'orphelinat, porter le prénom d'un bébé décédé à la naissance, ça doit être lourd à porter tout ça, non? Bah, en fait, pas pour moi, ça n'a pas été lourd à porter ce prénom, en fait. Parce que ce prénom, ça a été le prénom de la Renaissance. C'était le prénom de la vie.
C'est le prénom de ma Renaissance. Et enfin, j'allais avoir un papa et une maman qui allaient me faire grandir dans une grande sécurité affective. J'allais être couverte de bisous, de câlins, de plein d'amour. Et puis, eh bien, j'allais avoir une famille. Ça paraît comme ça banal, mais c'est énorme, avoir une famille. Donc en avril 1956, je quitte l'orphelinat avec ce papa et cette maman. Et devinez où j'arrive. Là, j'arrive dans une cour d'école. Eh ouais, mon papa et ma maman sont directeurs et directrices d'école dans un tout petit village à côté de Rennes. Alors mon papa est directeur de l'école de garçons, là, vous voyez, ça, avec une entrée là, parce que il fallait qu'ils rentrent, les garçons dans cette cour. Et puis de l'autre côté là, il y avait ma maman qui était directrice de l'école des filles. Et puis elle rentrait par là, parce que là c'était la cour des filles. Puis au milieu de tout ça, il y avait un logement de fonction, parce qu'à ce moment-là, on était logés par les mairies. Et en bout de ce logement de fonction, un immense mur. Et au bout, une toute petite porte. Cette petite porte, en fait, les filles et les garçons, on ne la franchissait pas. Sauf si le maître ou la maîtresse disait d'aller demander quelque chose à l'autre. Et donc, on avait le droit de traverser cette petite porte. Donc ça, c'était super. On pouvait avoir les gars et on pouvait avoir les filles. Donc ça, c'était chouette. Il faut savoir que l'enseignement mixité dans les écoles est devenu légale en 1957. Elle s'est répandue progressivement jusqu'en 1960 et elle devient obligatoire qu'en 1975. C'est pas si vieux que ça, hein. Réforme Abi. Et la chance, moi je dirais pour moi, c'est que la mixité, je l'ai connue assez tôt, parce que dans les milieux ruraux, en fait, vous savez, 2 CP, 2 CE1, 2 CM2, enfin ça coûte très très cher, quoi. Donc en fait, très vite, on a mixté les écoles rurales. Et donc, moi j'ai eu la chance de connaître ça très très tôt. Ce qui était super. Et c'est là que j'ai découvert la marelle. Alors, la marelle, évidemment, au début, je jouais pas. Puisque, en fait, j'étais dans mon parc. Voilà. Et je regardais les enfants qui jouaient à la marelle. Parce qu'il faut savoir, en fait, que la cour des écoles, elle était ouverte tout le temps. Même quand il n'y avait pas d'école. Tu sais, c'était pas fermé à clé avec des vigies pirates à en pas finir, quoi, comme aujourd'hui, quoi. Donc, en fait, les enfants venaient jouer. Et moi, je les voyais. C'était sur les marelles, etc. Donc, c'était super. Voilà. Et je la regardais. Puis un jour, je me suis dit, je vais jouer à la marelle, quoi. En 1961, je rentre au CP, dans la classe de ma maman. Elle comblait la petite Françoise, hein, quand même, parce qu'elle avait les deux. La maman, la maîtresse. Enfin, pas tout à fait. Parce que quand j'étais dans la classe, j'avais la maîtresse. Par contre, à la maison, j'avais la maman. Mais étonnamment, c'était incroyable, elle avait une vitesse, une capacité de se métamorphoser en maîtresse le soir. Quand il s'agissait des devoirs ou des leçons, c'était impressionnant. Bon, je n'ai pas été traumatisée, mais enfin, je ne regarde pas toujours des bons souvenirs, hein, de cette maman maîtresse. Donc voilà. Alors, jouer à la marelle, je suppose que... Alors, dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui ont joué à la marelle? Ah ouais, il faut beaucoup. Non, mais levez le doigt quand même. Oh non, ah ouais, d'accord. Il y a des garçons aussi. Ah ouais, super, parce qu'on dit souvent la marelle, c'est un jeu de filles. Non, mais il y a des garçons. Levez le doigt, les garçons, qui ont joué à la marelle. Ah ouais, super. Bien, bien. Bon, la marelle, ça paraît simple, hein, c'est super ludique en fait. On saute, on lance ses petits palets, enfin voilà quoi. Bon, la mienne, elle n'est pas très grande, donc il faut être super habile. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit, de jouer à la marelle. Ça suppose en fait avoir des compétences très particulières. Par exemple, il faut savoir sauter sur un pied. Bah, c'est pas tout le monde, hein. Voilà, c'est un peu petit. Voilà, hop. Ça suppose aussi être capable de lancer, vous voyez, un palet
dans des espaces de plus en plus éloignés. Ça suppose aussi d'être capable de compter au moins jusqu'à 8. Et de décompter aussi, parce qu'après on revient. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore comme autre compétence? Voilà, c'est pas mal. Bah, au moins savoir lire 2 mots, le terre et le ciel. La notion de compétence, elle rentre dans les écoles en 1995, avec Bayrou, ministre de l'Éducation nationale, sous Chirac. Et il va faire entrer dans les écoles maternelles et élémentaires ce qu'on appelle le livret personnel de compétences. Un super outil qui contient pour l'école maternelle 365 items répartis dans 6 domaines. Donc si mon petit régisseur qui est là veut bien m'envoyer des domaines. Donc 95 Bayrou, et je vous ai mis à côté aujourd'hui ce que Madame Najat Vallaud-Belkacem a fait en refondant, dans le cadre de la refondation de l'école. Est-ce que tout le monde voit ou alors ça gêne avec mes trucs là? Voilà. Alors, voilà, donc 95, il y a 6 domaines. S'approprier le langage, découvrir l'écrit, découvrir le monde, agir et s'exprimer avec son corps. Découvrir le monde, c'est tout ce qui est mathématique, géométrie, espace, etc. Agir et s'exprimer avec son corps, c'est tout ce qui est éducation physique, expression corporelle et autres. Percevoir, imaginer, sentir, créer, c'est tout ce qui est l'art plastique. Et le vivre ensemble, qui devient étonnamment en 2010 devenir élève. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, c'est pas tout à fait pareil. Quand on vit ensemble ou qu'on devient élève, on ne doit pas tout à fait atteindre les mêmes objectifs. D'après vous, le vivre ensemble, c'est l'élève, il grandit comment avec le vivre ensemble? Pardon? Avec les autres, c'est ça, tout à fait. Donc apprendre à se respecter, etc. Alors qu'en 2010, on sent quand même qu'on focalise, on centralise quand même on se centre sur l'élève et voilà, devenir élève. Alors, Najat Vallaud-Belkacem, alors je dis NVB parce que c'est très long à dire. Donc NVB, elle refonde l'école et elle met 5 domaines. S'approprier le langage et pouvoir d'écrire, elle appelle ça mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Voilà. Après, quand elle parle découvrir le monde, elle met construire les premiers outils pour structurer sa pensée. Alors d'après vous, ça parcourt quel domaine, ça? Structurer sa pensée, les premiers outils pour structurer sa pensée. C'est quel domaine qui peuvent être visés à travers de... Pardon? Le langage. Le langage. Peut-être d'autres domaines. La philosophie. Pardon? La philosophie. Oui. En Internet, c'est un peu compliqué. Mais pour autant, on en fait aussi. En fait, c'est un peu tous les domaines, structurer sa pensée. On pense que structurer sa pensée, c'est vraiment ça peut tous les domaines disciplinaires. Eh ben non, pour Madame NVB, ce n'est que le monde des mathématiques. Voilà. C'est que la numération et la géométrie. C'est que ça qui structure la pensée chez le jeune enfant d'école maternelle. Voilà. Bon, bah c'est une manière de voir les choses, hein. Après, il y a explorer le monde, donc ça c'est tout ce qui est l'espace, le temps, voilà. Après, elle n'a pas vraiment copié, mais elle ne s'est pas trop fendue non plus, hein. Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités physiques, puis après elle a repris la même chose, hein. Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques. Voilà. Et après, il n'y a rien. En fait, dans le vivre ensemble, les domaines transversaux, ce qu'on appelle le domaine transversal, compétence transversale, eh bien, il n'y a rien. Après, c'est le faire de chacun. Alors, on appelle ça la refondation de l'école. Mais finalement, quand vous analysez, vous regardez un peu tout ça, enfin, pour moi, ça ne change rien, quoi. Je veux dire, c'est exactement la même chose. Enfin, on ne refonde rien, là. On reprend les mêmes domaines et on change un petit peu les mots. Mais sur le fond, ça ne change rien. Donc, c'est une super refondation de l'école. Donc, les compétences, c'est ça. Alors, je vais juste vous montrer un livret de compétences. Aujourd'hui, heureusement, Madame NVB a quand même, par contre, par rapport à ça, vachement bien évolué. Elle a fait un petit carnet de suivi en fait, de l'élève qui est beaucoup moins lourd que ça. Ça, c'est le livret de compétences qui est sorti avec 95 avec Bayrou pour les écoles maternelles. 365 items, c'était un super truc à remplir. Vous voyez, alors c'était fait comme ça.
C'est-à-dire qu'en fait, en gros, je passais mes journées à évaluer, quoi. Enfin, quand on voit autant de petites cases et autant d'items. Et là, j'étais censée mettre, en fait, soit rien, parce que c'était pas acquis, soit une petite croix en travers, parce que c'est en cours d'acquisition, et une croix complète, c'était acquis. 365 items répartis sur 3 années. Là, celui-là, il est un peu particulier, c'est l'Oise, il y a eu son excès de zèle, il commence à 2 ans et demi. Voilà. C'est vrai qu'à 2 ans et demi, il y a vachement d'items à évaluer. Alors, je vais juste en lire un ou deux, parce que théoriquement, ce livret de compétences, hein, il est donné aux parents. Donc, ils sont censés avoir compris sur quoi j'évaluais leurs enfants. D'accord? Bon, il n'est plus là aujourd'hui, mais quand même, en tant qu'enseignant, ça m'a posé quelques problèmes aussi, hein, au niveau du langage. Donc, par exemple, dans le cadre de découvrir l'écrit, Bayrou avait noté l'élève est capable de comparer les écrits fonctionnels rencontrés quotidiennement, passage d'une reconnaissance logographique à la prise de repères graphologiques et orthographiques. Donc ça, c'est un item évalué par l'enseignante, et alors les parents sont censés savoir, bien évidemment, ce que j'ai évalué. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai évalué. Est-ce que quelqu'un a compris? Il y a des enseignants dans la classe, dans la salle, c'est pas possible qu'on ait compris, non? Ou alors là, je m'inquiète. Parce que moi, j'ai mis du temps à comprendre déjà en tant qu'instit. Voilà, ça vous dit quelque chose? Ça vous dit rien? Logographie, logo, c'est... Voilà, c'est bien. C'est bien. Bon, alors je prends toujours le même exemple parce que c'est très parlant en école maternelle. C'est en fait, vous allez à la pharmacie. Elle a la croix verte. C'est un logo. Voilà. Et en fait, comment à partir de ce logo, c'est-à-dire ce repérage logographique, eh bien, on amène l'enfant à écrire le mot pharmacie et un petit peu quand même commencer à percevoir la forme orthographique du mot. Vous voyez? Et alors, entre parenthèses, c'est ça qui me fait vachement rire aussi, c'est pour m'aider, ils avaient mis c'est comme, ça ressemble à et on dirait. Ça m'aide vachement. Vous avez compris. Et il y en a un autre, alors il y en a d'autres par contre, et un autre aussi qui... Celui-là, c'était plus ce qui m'interpellait un petit peu sur au niveau des compétences transversales, et ça m'a... devenir élève. Ça m'a pas mal travaillé, ça. C'est l'élève est capable d'exprimer ses émotions, de plaisir, peur et joie, par le langage et ou par des comportements pondérés. Ne montre pas de colère excessive et répétée, de bouderie systématique prolongée. Ça interpelle, non? Ça fout les boules hein, quand on lit des trucs comme ça. Heureusement, il n'est plus au bout du jour. Et heureusement aussi, comme il n'était testé que dans des écoles pilotes, on a eu la chance, pas trop à Saint-Gilles, parce que moi j'avais un inspecteur vraiment qui était carriériste au possible. Et alors, dès qu'il s'agissait de penser dans le sens du poil l'inspection académique, donc j'ai une collègue qui l'a connue aussi qui est là, et lui, en fait, il imposait tout ce qui arrivait sur les nouveautés, etc. Donc, le livret de compétences là, il avait réussi, essayé de nous l'imposer. Là, il a fallu aussi qu'on se bagarre là-dessus. Et bon, mais ceci dit, voilà, il ne s'est pas trop développé parce que, en fait, c'était surtout dans des écoles expérimentales et pilotes. Mais ça n'empêche que ça a changé quand même le cours de nos vies. Alors, la notion de compétence, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Il faut savoir que la notion de compétence est une notion qui fait partie du vocabulaire du management. Donc, c'est un mot qui arrive dans l'école et qui n'est pas du tout du monde de l'école. Donc, il arrive d'ailleurs, évidemment, du monde de l'entreprise, du monde du travail. Cette notion de compétence, j'ai un petit trou là, je m'excuse. Hein. Voilà, alors ça, 95, c'était un grand passage. Et puis après, il va y en avoir un deuxième, c'est 2000. 2000, c'est la stratégie de Lisbonne. Stratégie de Lisbonne, c'est l'objectif principal, c'est pour le Conseil européen de faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique. Voilà. Alors ça va accélérer un peu le discours libéral qu'on entend depuis 15 ans, voire plus, dont dans ce discours libéral émergent deux idées principales. La première idée, c'est que le système est trop coûteux. Alors, l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance. Donc le système éducatif est trop coûteux. Et la deuxième chose, c'est que le système éducatif est inefficace parce qu'il ne répond pas
aux contraintes de l'économie du marché et de l'emploi mondialiste. Donc déjà ça, quand on entend ça, on se dit, oh la vache, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, mais on sent quand même qu'il va y avoir des virages importants qui vont être pris. Et puis 2002, il va y avoir aussi un autre virage très important qui va être pris dans le cadre du système éducatif français et des autres systèmes. C'est quand l'OCDE, alors est-ce que vous savez ce que c'est que l'OCDE? C'est un lobby. Ouais. C'est un lobby capitaliste. Un lobby. C'est un lobby. Ouais. Think tank, on appelle ça. Mais l'abrégé OCDE, c'est Organisation de coopération et de développement économique. Et l'OCDE en 2002 décide de s'occuper de l'éducation. Et il faut savoir que dans l'OCDE, il y a 300 économistes ultra-libéraux. Donc là aussi, l'OCDE va s'occuper de l'éducation, 300 économistes ultra-libéraux. Et en fait, elle va faire entrer dans l'école un nouveau vocabulaire. Un nouveau vocabulaire que moi j'ai appelé des gros mots. Parce que ce sont des mots que je n'avais jamais entendus. Je suis rentrée en 1974 dans l'éducation nationale. C'est arrivé en 2002, vous voyez, j'ai quand même fait au moins plus de 20 ans d'enseignement et je n'avais jamais entendu ces mots-là. Donc il y a des gros mots. Et pour trouver ces gros mots, je vais vous inviter à participer à un jeu qui s'appelle le School Drop. Et vous allez avoir la chance ce soir de recevoir, en tant qu'animatrice de TF1, Laurence Boccolini, pour animer ce jeu et mettre l'ambiance, bien évidemment. Donc c'est là, je vais la chercher parce qu'en fait elle arrivait par le train tout à l'heure de Paris-Rennes. Et donc, elle arrive. Voilà, oh excusez-moi, je suis désolée, j'arrive là du train, mais voilà. Donc je suis très heureuse d'être là ce soir parmi vous pour animer ce School Drop. Donc voilà, je remercie Françoise de m'avoir invité à animer à la maison de quartier de Vigan, c'est bien ça. Donc ce jeu pour nous permettre de trouver un certain nombre de petits mots, d'après ce que j'ai compris, qui traversaient l'école. Voilà. Donc, je vais vous expliquer, un peu de musique pour mettre dans l'ambiance. Voilà, c'est bien, c'est super. C'est carré de ça. Voilà. Voilà. Oh. Laurence Boccolini n'est pas ici. Bien, alors, donc, c'est tout simple comme jeu, en fait. Voilà. Il me faut 2 participants, ou participantes, ou mix, comme vous voulez. Et l'idée, c'est que c'est une définition, une affirmation, une question qui va vous être posée. Et il faut trouver parmi 3 réponses proposées, et là, la bonne réponse. C'est vachement simple. En plus, c'est pas très compliqué. Vous allez voir, c'est très, très simple. Voilà. Moi, j'ai trouvé, donc je pense que c'est très, très simple. Alors, j'invite 2 personnes, 2 participants, participantes, un participant, une participante. Super, merci de venir, là. Alors, applaudissez-le. C'est Lou. C'est Lou, très bien. Alors, quelqu'un pour accompagner Lou, c'est un jeu qui se joue à 2. Parce que voilà, il faut quand même de l'échange. Donc voilà, qui est-ce qui veut accompagner Lou dans ce petit jeu? Allez, allez, allez. Ah, 2 hommes, merveilleux. Oh. Et donc, votre prénom? Melvin. Melvin et Lou. Applaudissez-les fortement. Voilà, un petit peu de musique, c'est juste pour se mettre dans l'ambiance, bien chauffer la salle, hein, bien chauffer la salle. Ah, c'est bien. Ouais. Alors, l'idée, c'est que la première diapo, c'est une définition. D'accord? Il y a 3 propositions de réponse, et donc, ensemble, vous allez réfléchir, essayer de trouver une bonne réponse. D'accord? Ok? Bien. Première diapo, mon petit régisseur. Bien. Voilà. Donc, l'ensemble des dispositions, capacités, l'ensemble des dispositions, capacités, aptitudes spécifiques
Je pense que j'ai recruté sur compétences et non pas sur l'ensemble des dispositions, capacités. Ah ben bien. Aptitudes spécifiques qui permettent à tout sujet parlant une langue de la maîtriser et qui mettent en œuvre dans des situations concrètes, et la définition d'un savoir-faire, de la connaissance ou de la compétence. Je pense que là, je vous ai déjà un petit peu aidé tout à l'heure en faisant une introduction sur la marraine. Mais alors, cogitez ensemble, réfléchissez. Et moi, On partirait bien sur les compétences. Donc ça y est, vous avez déjà la réponse. Mais non, mais c'est incroyable. Hein. Donc, est-ce qu'on peut voir la réponse Voilà. Bravo, bravo. Le bouton, mais c'est bon. Voilà. Et donc, nous allons pouvoir passer ensuite à la deuxième diapositive. Voilà. Le contrôle dans l'école d'aujourd'hui est illustré par la note, l'évaluation ou bien rien du tout. Donc vous réfléchissez, vous vous mettez d'accord quand même, hein, parce que voilà, et puis un petit peu de musique histoire qu'ils réfléchissent quoi. Ça y est. On dirait l'évaluation. Oh là là, peut-être que c'est ça. Je sais pas. Donc l'évaluation. Ah, on a les réponses à côté. Donc l'évaluation, oui, bravo. Vous avez quitté le système scolaire il y a longtemps ou pas? Bien, troisième petite... je crois que c'est une question en effet. Le système éducatif aujourd'hui doit-il être performant, compétitif ou efficace? Donc pareil, là, vous pouvez... C'est de plus en plus dur. Donc c'est plus... C'est de plus en plus dur. C'est de plus en plus dur. Enfin, attention, normal un peu aussi, vous n'allez pas tout le temps gagner. Hein. Voilà. De toute façon, il n'y a rien à gagner, hein, je peux vous le dire tout de suite. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien du tout. Donc c'est... Ah, non, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une réponse. On ne peut pas avoir les trois. C'est vrai qu'on pourrait mettre les trois. On pourrait mettre les trois, mais non, il n'y en a qu'un. On a le droit au joker rappeler le public ou Non. Il va falloir trouver une réponse. Ah, c'est dur là. Ah, c'est dur. Avec un peu plus de mal, Lou et Kevin. Non, Melvin, pardon. C'est ça. C'est chaud, c'est bien. Ça y est, vous avez trouvé une réponse? Ouais, on a trouvé une réponse, mais on n'est pas sûr du tout. Oh, ils sont pas sûrs du tout, mais ils ont trouvé une réponse. Compétitif, ça nous paraît vraiment, ça fait logique de marché, c'est peut-être un peu hardcore. Mais performance, c'est faire le plus possible avec le moins de moyens possible. C'est peut-être, on part sur performant, mais pas mal. Performant, donc c'est trouvé. On va voir la bonne réponse. Excellent. Hein. C'est vraiment des super participants. Bien, dernière question. Le système éducatif ou l'école a-t-elle une obligation de réussite, de résultat ou d'émancipation? Ah bah ouais. Alors. Est-ce que vous avez trouvé la bonne réponse? Oui, on n'est pas sûr non plus. Ah bah ils sont pas sûrs, enfin à chaque fois ils gagnent. Alors, d'après vous, a-t-elle une obligation De résultat, nous. Ouais. de résultat? Bravo! Je crois que c'est ça. Voilà, et ben merci à vous pour la participation. C'était bien avec Laurence Boisolini.
n'y a rien à gagner. Par contre, il n'y a rien à gagner, je suis désolée. Voilà, un le petit facile. stage d'école maternelle, je sais pas, ou. Enfin voilà, il faudra qu'on y pense. Ok, merci beaucoup. Bon, écoutez, là je vais être obligée de repartir parce qu'en fait j'ai le train qui m'attend pour repartir sur Paris parce que je n'anime pas que le school drop à la maison de quartier des gens. Donc je vais vous laisser. Merci en tout cas de votre accueil. À bientôt. Au revoir. J'ai entendu derrière là. Waouh. J'ai l'impression quand même qu'il y avait des participants hyper pros. Donc moi je leur dirais à tous les deux, en fait, en effet ces 4 mots que vous avez trouvés, c'est les mots que l'OCDE a fait rentrer, mais je dirais que, en fait, je peux constater que grâce à vos résultats, en fait vous êtes performants, tout simplement parce que vous avez les compétences et que ce jeu a permis d'évaluer. Tout simplement. Donc bravo à vous. Alors, suite à ça, évidemment, je vous ai fait un petit schéma pour mieux comprendre en fait ce qui traverse l'école. Voilà. Donc le CDE c'est là-haut. Et puis en fait ça va faire entrer dans l'école ces 4 mots qu'on a vus. Je ne sais pas si vous voyez bien sur les compétences et les évaluations performantes. Il faut savoir que les uns et les autres sont indissociables en fait. Compétences ne peuvent pas être toutes seules si on ne les évalue pas, les évaluations, en fait, elles ne servent à rien si on n'évalue pas les compétences. Et tout ça, ça permet de savoir, en fait, connaître la culture du résultat et aussi de savoir si le système éducatif est performant. Voilà. Et en plus de ces 4 mots, est arrivé, en fait, à un moment dans l'école, le fichage, qui n'existait pas non plus, en fait, et qui va traverser l'école depuis 2004-2005 et qui ne va plus nous quitter puisqu'il est toujours présent aujourd'hui. Donc tout ça, ça vous fait penser à quoi, ce joli vocabulaire? Parlez plus fort, parce que j'entends pas trop bien. Écoutez, mes élèves, parlez plus fort. Ah, l'entreprise, au monde de l'entreprise, bien sûr. En fait, c'est un vocabulaire que l'on peut trouver dans n'importe quel type de système productif, en fait. Voilà. C'est exactement ça. Donc ça veut dire que cette grosse machine qui est le livret de compétences personnelles de compétences, c'est quelque chose qui vient du monde de l'entreprise. Et ça n'a jamais été créé à vos souhaits. L'éducation par l'éducation nationale. Alors moi je vais essayer un petit peu de vous expliquer pourquoi je pense en effet que l'école va être pensée comme un système de production. Je suis nourrie de pas mal de lectures par rapport à ça. Et je dis que oui. L'école va être pensée comme un système de production. Alors, quelle production? La production de compétences, déjà. Compétences, parce qu'on va s'apercevoir, en fait, que les compétences, ce sont des suites, des tâches, en fait. Des tâches décomposées en unités identifiables et mesurables. Donc, on va amener les enfants à réaliser, enfin, plein de petites tâches. Et j'ai un exemple qui, pour moi, illustre bien un petit peu mon métier d'enseignante. C'est, par exemple, en fin de grande section de maternelle, les enfants doivent savoir écrire en lettres attachées, en écriture cursive, c'est ça. Mais en fait, en tant qu'enseignante, on me demande en fait, d'évaluer plein de sous-compétences pour dire que cet enfant, à un moment donné dans sa scolarité, fin d'année scolaire, il sait écrire en lettres attachées. Voilà. Ça me met un peu en colère, ça, toujours. Donc, par exemple, je vais être obligée d'évaluer pour mon élève qu'il est capable de tenir correctement son crayon. Voilà. Enfin, la deuxième chose, c'est il faut que j'évalue si mon élève sait faire les lettres dans le bon sens. Gauche à droite. Si aussi il sait écrire de gauche à droite. Ça paraît un peu normal, comme le savoir. Après, je vais aussi être obligée d'évaluer s'il est capable de rentrer dans des espaces de plus en plus petits, c'est-à-dire pour finir entre deux lignes. Et à la fin, à un moment donné, je vais évaluer si mon élève, en effet, est capable de reproduire quelques mots et qui constituent une phrase. Bon, et finalement, je me suis posé toujours cette question, c'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai jamais fait, c'est que je me dis pourquoi je dois évaluer tout ça, parce que finalement, si à la fin de ce petit exercice qui est de reproduire une phrase, n'importe quel adulte peut lire cette phrase, on peut considérer que cet enfant, il sait écrire en attaché.
Donc ça sert à quoi ça? À évaluer les sous-compétences, etc. À part uniformiser l'enseignement par ces sous-compétences. On ne voit pas très bien à quoi ça sert. Donc voilà. Donc, les compétences, c'est quand même un truc un peu particulier. Et puis après, dans le monde du travail, il faut savoir aussi que la notion de compétence a un peu bousculé, bouleversé pas mal de choses. Et je pense qu'on forme nos élèves à ce futur monde du travail. C'est que les compétences, en fait, vont changer, enfin faire disparaître en quelque sorte, les qualifications qui donnaient un métier. Aujourd'hui, en fait, de plus en plus, on recrute sur contrat de compétences. Contrat d'activité de compétences. Et l'exemple un petit peu que j'ai, c'est la secrétaire et l'assistante sociale. La secrétaire, elle a des compétences assistante sociale aussi. La secrétaire, elle sait écouter, elle sait accueillir, elle sait accompagner. Voilà. Elle sait aussi faire un rapport, etc. Et puis l'assistante sociale, elle sait aussi écouter, accueillir, accompagner. Elle sait faire des rapports. Et finalement, petit à petit, on s'aperçoit que être assistante sociale ou secrétaire, en fait, elle peut faire la même chose, puisqu'elles ont les mêmes compétences. C'est caricaturé, mais ça veut dire que ça quand même, si, ça vient. Et ça vient parce que nous, dans l'éducation nationale, en particulier sur Paris, il y a une ANPE éducation nationale, ça on ne sait pas, mais ça existe. Et en fait, sur Paris, il y a des grosses carences de remplacement des professeurs de mathématiques. Mais je pense qu'il n'y a pas que sur Paris, mais c'est très marqué sur Paris. Et en fait, on recrute pour remplacer les professeurs de mathématiques des gens qui ont des compétences en mathématiques. Par exemple, les comptables. Ils savent compter, ils savent faire des opérations, capables de faire un tableau, etc. Et comme on n'en trouve pas, eh bien, on recrute des comptables pour faire des remplacements de profs de maths. Donc, c'est pour expliquer un petit peu que quand même, cette volonté de remplacer les métiers de qualification par les compétences, ça fait son petit chemin. La deuxième chose, c'est que l'école, je pense, elle produit, elle produit quelque chose, la production de résultats, je suis bête, évidemment, la production de résultats. Alors, elle produit des résultats, donc ça, c'est via un programme qui s'appelle le programme PISA. C'est un programme donc international qui s'appelle Programme International for Assessment, mais en français, ça se traduit par un programme international de suivi des élèves jusqu'à l'âge de 15 ans, dans 3 disciplines essentielles qui sont la lecture, les maths et les sciences. Le reste, on s'en fout. Hein. Donc, c'est les 3 disciplines fondamentales sur lesquelles on évalue en fait les compétences de nos élèves. Alors, la production de résultats, en fait, on s'aperçoit très vite qu'à travers les évaluations des compétences, etc., en fait, ça ne permet pas trop d'aider les élèves. Mais en fait, c'est surtout pour faire des palmarès d'établissement. Donc, on va savoir comme ça que le lycée Trucmuche, il est meilleur que le lycée machin, et que donc ça veut dire que l'équipe pédagogique est certainement meilleure, et voilà. Et ça permet aussi de classer les pays en fonction de leur performance de système éducatif. Donc, par exemple, la France, il faut le savoir, elle est très mal placée. Je ne sais pas si vous le savez. Vous savez, dans les journaux, des fois, on voit les classements des hôpitaux. Pareil pour les lycées et les écoles, hein, système éducatif français. PISA fait un petit bilan tous les 3 ans. Donc, en l'occurrence, en maths, la France, en 2006, était 13e. Pas mal, 34 pays. 13e, bien. Hein. En 2009, elle descend à 16e place. Et alors, en 2012, on est à la 25e place. Donc là, on peut penser que le système éducatif français n'est pas tellement performant. Parce qu'on n'arrête pas de dire ça. Alors aujourd'hui, on n'a pas eu encore le nouveau bilan, hein, mais bon, c'est intéressant de le découvrir peut-être prochainement. Dans la compréhension de l'écrit et français, c'est pareil. On a considérablement baissé. 2006, 12e, 2009, 18e, et 2012, 21e place. Voilà. Il n'y a qu'un domaine où on se maintient un petit peu, mais pas trop bien classé, c'est en sciences, dans le domaine scientifique. Mais on est 26e. Donc, on ne bouge pas, mais à la fois, voilà, ça ne m'énerve pas. Par contre, avec tout ça, on s'est aperçu que la France, par contre, elle est championne dans un domaine, et elle est championne dans les inégalités scolaires. Eh ouais.
Alors on descend partout, mais pas là. Là, on monte considérablement. En fait, la France a un système inégalitaire où l'écart entre les élèves performants et faibles ne cesse d'augmenter. Inquiétant. Et pour illustrer ça, je vais remonter sur mon... Je vais remettre mon matériel là. Pour illustrer donc ces inégalités, parce qu'en plus, c'est pas moi qui l'invente ça. C'est l'OCDE. C'est l'OCDE qui dit que le système français est super inégalitaire. Je parle un peu fort parce que voilà. Donc, sur cette chaise, Madame NVB, reçue donc par l'OCDE, dans une salle de l'OCDE. Donc j'ai découvert cet article sur Le Monde de 2015 et elle est reçue par le secrétaire donc, général de l'OCDE, Angel Gurria. Donc, dans cet article, il est noté que Madame NVB est plutôt l'élève, assis sur sa chaise, et au pupitre, le maître. Le maître, Angel Gurria, qui lui dit ceci. Tout d'abord, Madame NVB, je considère que la réforme du collège va dans le bon sens. Mais avant, je voudrais vous faire un petit point d'étape sur les enjeux en matière d'égalité et les réformes en cours. Petite piqûre de rappel, Madame NVB, l'école française est particulièrement inégalitaire. Comme vient le souligner année après année depuis 10 ans, l'enquête PISA, 20% des élèves sont en échec scolaire et en France, et 140 000 et 150 000 jeunes, pour beaucoup issus des milieux défavorisés, quittent chaque année l'école sans qualification. On sait combien, par la suite, ces jeunes sont difficiles à embaucher et se retrouvent en grande précarité, avec des conséquences tout au long de leur vie. À ce constat, le narrateur, à ce constat de départ peu glorieux, le secrétaire général de l'OCDE adresse ses encouragements à l'élève NVB et ajoute: à eux seuls, ces chiffres justifient la refondation de l'école et la réforme du collège que vous avez entreprise. Même si celle-ci a suscité de vifs débats et de vives oppositions chez les professeurs et les parents d'élèves. Ainsi que la volonté de réduire les disciplines qui profitent à une minorité comme la suppression des classes bilingues et le souci d'encourager le travail en équipe avec les enseignements pratiques interdisciplinaires. Et bien sûr le suivi personnalisé dont tous les élèves ont besoin. Voilà des mesures indispensables pour la réussite de tous. Et j'insiste sur le mot tous. Madame NVB. Non. Ça aurait été dommage que Madame NVB c'était sa figure. Monsieur Hollande aurait été déçu. C'est quand même très utile. Et donc Madame NVB répond par rapport à ce propos de Monsieur Gurria. J'aurais aimé que toutes les caméras de télévision soient braquées sur vous, ponctuant régulièrement ces phrases de « c'est un plaisir d'être là aujourd'hui ». Ça va le coup. Et ajoute parmi d'autres réponses, la réalité, c'est que les parents préfèrent l'inégalité pour leur enfant, pour qu'il ait plus de chance que les autres. Donc, à travers cet échange entre Gurria et NVB, je sais pas, il y a peut-être des mots comme ça qui vous avez repéré, qui sont un peu forts quand même dans ce discours. Alors là, vous dormez ou quoi? Il parle de quoi quand même, ce charmant monsieur de l'OCDE?
en fait, on s'aperçoit quand même que dans le discours, ils ont très envie quand même qu'on tende vers l'égalité. Non? C'est pas ce que vous avez perçu? La réussite de tous, c'est quand même l'égalité, quoi. Voilà. Et puis, il y a des termes quand même qui sont aussi importants, du style inégalité, échec scolaire, quand même. Et puis, il y a la refondation de l'école, qui est super important. Et il y a quelque chose aussi qui m'a vachement choqué dans ce discours, surtout dans le discours de NVB, c'est la responsabilisation des parents. C'est-à-dire qu'on fait porter aux parents cette notion d'inégalité. C'est-à-dire que c'est eux, en fait, pour que leur enfant réussisse, qui préfèrent l'inégalité. Et en fait, si on analyse bien, pas les parents, c'est le système qui fait que les parents ont envie que leur gamin s'en sorte. Et c'est normal. Et c'est tout le système, en fait, qui provoque tout ça. Donc voilà, alors la suppression des classes bilingues, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, vous avez peut-être entendu un petit peu le ménage que ça parle, le remue-ménage que ça a provoqué quand même. Est-ce que vous savez ce que c'est que les classes bilingues? Ouais? Oui. Non? Oui. Oui? C'est quoi? C'est les classes où, dès la 6e, les enfants font de langue, et en général, allemand, surtout, et l'anglais. Très bien. Petite chose oubliée, c'est qu'en fait, ils commencent à l'école élémentaire, c'est la première langue. C'est pas C'est fait. ça, c'est pas faux, ça peut être ça un peu. Donc en fait, dès l'école élémentaire, de plus en plus dans les écoles maintenant, enfin c'est rentré tout à fait dans les mœurs, c'est que en fait les élèves, à partir du CP, sont sensibilisés à une langue. En général, c'est plutôt l'anglais. Et après, en arrivant en 6e, ils continuent la langue qu'ils ont appris dans le cadre de l'école élémentaire et ils en apprennent une deuxième, en l'occurrence l'allemand. Voilà, c'est ça. Et donc, quand Madame NDB a dit, ben voilà, écoutez, bon, les classes bilingues, ça ne favorise qu'une classe, voilà, déjà favorisée, voilà. Et donc, on va supprimer en fait ces classes bilingues. Donc, il y a eu une grosse montée au créneau des professeurs d'allemand germanique qui ont dit, ah non, mais alors pas question. Déjà, l'allemand se perd de plus en plus au niveau de l'apprentissage. Donc, si on supprime les classes bilingues, enfin voilà, c'est une langue qui est amenée à disparaître. Donc sur ce, Madame LVB, qu'est-ce qu'elle fait? Elle recule, elle fait un grand pas en arrière. Ah non. Voilà. Donc elle dit ok, d'accord. Donc on va maintenir des classes bilingues où l'allemand, prioritairement, est enseigné. Mais finalement, on s'aperçoit, en train de regarder tout ça, c'est que, étonnamment, la carte scolaire des langues, des classes bilingues, elle est étonnamment étonnante. Parce que, à Paris, eh ben, il y a 100% des classes bilingues qui ont été conservées. Et là, on se dit quand même, ils n'ont pas tout seulement, quoi. Enfin, il y a un truc, quoi. Alors qu'à Rouen, on a gardé 3. À Nantes, on en garde que 3. Donc on arrête de parler d'égalité. Quand en fait, on est en train de maintenir un tas de disparités territoriales. Ça a été exactement la même chose avec la réforme des rythmes scolaires. On sait très bien. D'accord, c'est 4 jours et demi semaine. Seulement l'étape, bah voilà, en fonction de la commune dans laquelle les enfants vont être scolarisés, bah on n'aura pas les mêmes chances. Hein. C'est-à-dire que si c'est une commune riche, bah ils vont faire des trucs super, théâtre, musique, etc. Puis la petite école rurale là, de la commune à côté, bah, ce que vous voulez, ça va être de la garderie. Hein. Il ne faut pas inventer, on n'a pas de sous, on n'a pas de sous. Quoi. Donc tout ça, ça crée un tas de disparités territoriales qui font que ça renforce considérablement les inégalités. C'était exactement la même chose avec l'informatique. Hein. Quand il a fallu doter les écoles d'informatique, bah écoutez, les écoles c'est super. Quoi. Ils ont un poste par classe, une seule informatique, il y a une école, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Donc on sent quand même que le système français a vraiment une volonté de reproduire des inégalités. Alors voilà, moi ça va être ma petite récré, mais vous allez bosser. En fait, je vais vous inviter à vous mettre par 3 pendant 5-6 minutes, un petit groupe d'intervention mutuelle. Et la consigne c'est mauvais souvenir ou beau souvenir d'école. Pendant ce petit temps d'échange, respectez pour que tout le monde puisse prendre la parole. Alors mettez-vous en atelier pédagogie active par 3. Hop, c'est parti. Allez, hop. École, un mauvais souvenir d'école ou un bon souvenir d'école. N'importe lequel. Lycée, école, n'importe. Allez, c'est parti. Bougez vos chaises, bougez, mettez-vous par 3.
Ouais, c'est bien parce qu'on a fait organiser la salle pour ça. Et puis ça permet à tout le monde de prendre la parole sur les places. Voilà. Est-ce que vous avez tous échangé le temps faire? Est-ce qu'il y a une personne qui souhaiterait raconter une petite anecdote, un bon ou un mauvais souvenir de l'école? Ouais. Alors moi c'était dans CE2 dans les années 80 donc. Il y avait encore à l'époque ce qu'on appelait la fête de la jeunesse. C'est quoi? Excellent souvenir. Voilà. Alors c'était à la fin de l'année scolaire, toutes les écoles primaires et maternelles. Tout à fait. Donc les garçons habillés en blanc, en short blanc, les filles habillées en blanc, mais en jupette à froufrou blanc, tout de blanc vêtu. À la fin de l'année scolaire, on allait tous à l'école publique, à pied vers le grand stade, où on défilait en rang, chaque classe faisait sa danse, il y avait les parents dans les gradins, l'animateur en micro, etc. Voilà. Et moi j'étais pas grande, pas très grande, je sais pas. Et j'étais en CE2 et je faisais une tête de moins que les autres. Et c'est vrai que dans l'immensité de cette chose très organisée, ça déconnait. Et on m'avait mis avec le CP. Et moi, je m'étais dit, ce sera pas à la fin de l'année, quoi. Voilà, égalité. Là, on était dans l'égalité. Ouais. On avait la même médaille. C'est plutôt un mauvais souvenir. Il n'y a pas quelqu'un qui a un bon souvenir, ça fait deux mauvais souvenirs? Moi, je viens en fait, mais alors c'est plus grande en fait, c'est que j'avais une enseignante qui débutait à l'époque et qui nous a beaucoup, justement en termes de j'apprends à parler, confiance, etc., nous a fait beaucoup faire des jeux théâtraux. Donc c'était des petites pubs qu'on remettait à notre sauce, etc. Donc c'est vrai que ça a déjà beaucoup joué en termes relationnels. Et c'est aussi quelqu'un qui, donc elle faisait du français mais de l'histoire géo aussi, qui, donc programme de 3e et 2e guerre mondiale, qui nous emmenait le soir voir des films sur la 2e guerre mondiale, qui nous a emmené le soir rencontrer des anciens résistants, etc. Donc qui prenait vraiment du temps. Voilà. Donc c'est un super souvenir et super bonne. 3 fois. Parfait, super. Et ben moi, je vais vous raconter une petite anecdote aussi. Et moi, c'est plutôt un très mauvais souvenir d'école. En fait, je quitte l'école élémentaire de mes parents en 1966 pour entrer, théoriquement, comme tous mes copains et mes copines, au CEG. À ce moment-là, c'était le collège, vous savez, d'enseignement général qui était dans le canton. Et voilà, donc c'était le cursus tout à fait normal et étonnamment, mes parents décident, eh bien non, que je ne rentrerai pas au CEG avec mes copains et mes copines, mais je rentrerai dans un lycée à Rennes, et en l'occurrence le lycée Anne de Bretagne, qu'on appelait Anne de B, donc rue de Paris, voilà. Donc moi je me disais, voilà, je rentre en 6e, bah pourquoi pas, un lycée ou un CEG, enfin je voyais pas trop la différence. Ouais, mais par contre il y avait une seule chose que j'avais bien compris, c'est que j'allais perdre tous mes copains et mes copines. Bon, après pas mal de discussions avec eux, bon, je vois bien que j'ai quand même pas trop les moyens de les faire bouger sur cette décision. Et donc, en septembre de l'année 66, je rentre au lycée Anne de Bretagne. Donc, mon papa m'accompagne dans ce lycée. Et c'est un lycée un peu particulier. Donc, l'entrée est en bas, mais il y a une immense côte, en fait, à monter. Et donc, style, voilà, mon papa me prend par la main. On monte cette immense côte d'Anne de B qui est toujours là, parce que je passais l'autre jour devant, et je me dis, ah la vache, il y a toujours cette immense côte. Et en haut, il y a un plateau immense, devant le lycée bâtiment. Et là, tétanisé. Que des filles.
que des filles en blousons. Je ne sais pas si vous voyez. Plus de 1000 filles en blousons. Plus de 1000. Bon, là, il n'y en a qu'une. D'accord? Là, il n'y en a qu'une fille en blousons. Et fermez les yeux et visualisez. Sur un plateau, 1000 filles, un peu plus, toutes avec des blouses roses. Non mais, effrayée. J'étais effrayée. Et mon papa me dit, bah écoute, je te laisse. Et puis je viens te chercher ce soir. Ouais, c'est sûr. Donc il reprend la côte dans l'autre sens, il part. Et alors là, grand moment de solitude sur ce plateau avec toutes ces filles. Et après que je m'enfile la côte dans l'autre sens et je redescends, je rattrape mon papa et je lui dis, ce n'est pas possible. Je ne peux pas rester dans ce lycée. Tout ça dans un débit évidemment verbal assez incroyable. Et là, il me reprend ma main et puis il me dit, mais écoute, de toute façon, tu n'as pas le choix. Donc il me remonte, je m'enfile cette côte de Anne de B. Et j'arrive sur ce plateau avec toutes ces 1000 filles à 12. Et là, il me dit, à ce soir. Et j'ai attendu qu'on m'appelle, François Anquet, 6e A. Donc je suis rentrée dans ce lycée. J'ai fait ma scolarité. Une scolarité plus que chaotique. De très bon élève. En fait, je suis devenue très mauvais élève. Je suis devenue une élève en échec scolaire. Alors, je dirais merci ma conf, parce que cette conf, elle m'a permis vraiment d'essayer de comprendre ce qui s'était passé. Comment, de très bon élève, on peut arriver comme ça à devenir si mauvais élève. Alors, en fait, il y a eu plein de paramètres qui se sont unis pour me transformer. Je pense que la première chose, lorsque je suis arrivée dans ce lycée avec toutes ces filles et que mon papa m'a laissée là, je pense que j'ai revécu l'abandon. Ce plateau, sans doute, inconsciemment, c'était l'orphelinat avec toutes ces filles. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que je n'avais connu que la mixité. J'avais été toujours dans une école avec des garçons, des filles. J'avais un grand frère, j'étais toujours avec des mecs. Et là, que des filles. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec que des filles, quoi? C'est pas possible. Je connais pas leur jeu, je sais pas ce que je vais parler de quoi. Enfin voilà. Donc ça me paraissait un monde vraiment intouchable pour moi. La troisième chose aussi, c'est que j'ai pris conscience de ma classe sociale. Parce que même si j'étais la fille d'un directeur d'école et d'une directrice d'école, je n'étais pas non plus de la haute bourgeoisie du boulevard de Sévigné, de la rue de Paris, du boulevard de la Duchesse Anne de Rennes. Et j'ai bien vu quand même que mon habillement, qui est un marqueur social quand même important, que je faisais plutôt plouc. Et je n'étais pas vraiment dans les super petites bottines blanches, petites jupettes super BCBG, et que je dénotais complètement. Donc ça ne m'a pas particulièrement mis à l'aise. Et puis la dernière chose, en fait, et ça je l'ai conscientisé il n'y a pas très très longtemps, aussi en montant ma conf en 2013, j'ai lu un article très intéressant sur l'insécurité affective. En fait, quand je suis arrivée dans ce lycée, il n'y avait aucun visage familier. Et il y a un jeune économiste qui s'appelle Son Thierry qui a fait toute une recherche, une étude là-dessus, et qui dit que la réussite scolaire, parmi d'autres éléments bien sûr, est liée aussi à la présence de visages familiers. Il donne comme exemple 3 copines qui rentrent aussi dans un lycée comme moi. Il y en a 2 qui rentrent dans la même classe et une qui rentre dans une classe toute seule. Les 2 qui sont ensemble, faire scolarité tout à fait normale, sans redoublement, et l'autre, elle va redoubler une classe. Donc, ça, je me suis dit, eh bien, ça a dû aussi contribuer considérablement à l'échec scolaire, cette absence de visage familier.
et de copines et de copains. Je vous raconte ça parce que finalement, on n'est pas grand-chose quand on est élève, on est super fragile. Et qu'une scolarité, elle peut basculer très vite, en fonction des choix de ses parents, mais en fonction de plein de choses. Et en plus, moi, je bossais, mais c'était dingue. Enfin, je pense que je bossais plus que mes copines de classe, quoi. Mais en fait, j'arrivais à rien, quoi. Et j'ai pris conscience, en fait, et ça, c'est mon métier aussi qui me l'a appris, c'est qu'un enfant, quand il est indisponible au niveau de l'esprit, il est incapable d'apprendre. Donc moi, j'étais incapable d'apprendre. J'avais beau bosser, il n'y a rien qui sortait. J'avais beau apprendre, il n'y a rien qui sortait. Donc, et je crois que maintenant, on a pris vraiment ça en compte dans notre profession, qu'il faut être hyper vigilant et attentif à cette indisponibilité d'enfant à apprendre. Pour diverses raisons, psychologiques, sociales, familiales, etc. Donc tout ça, ça a été mon mauvais souvenir d'école. Après, j'ai quitté ce lycée. Heureusement, mes parents ont quand même vu que j'étais en souffrance, parce que j'ai vraiment souffert dans ce lycée. J'ai redoublé ma 6e. Là, après, j'ai été quinquin, je suis passée dans les autres classes, c'était toujours très, très, très limite. Et en 3e, ils m'ont fait redoubler. Et ils m'ont fait redoubler dans le CEG où j'aurais dû rentrer. Super, quel temps perdu. Et après, bon, les profs qui étaient là-bas étaient super, ils m'ont aidé à remonter la surface, donc j'ai retrouvé le niveau, voilà, je suis redevenue bonne élève. Et je suis rentrée après au lycée Jean Massé, en seconde, où j'ai fini là, mon bac, etc. Et la mixité était rentrée dans le lycée Jean Massé. C'est différent. Voilà. Donc ça, c'était une mauvaise souvenir d'école. Alors, je vais continuer un tout petit peu sur le tableau que je vous avais fait, je vais parler du fichage. Le fichage est arrivé en fait avec l'administration de l'éducation nationale en 2004 dans les écoles. Vous savez, avec un logiciel un peu informatisé, en fait, pour obtenir un certain nombre de données sur nos élèves, qui s'appelle le fichier base élève premier degré, le BEAD. Alors ce fichier base élève, moi, je ne me suis pas plus attardée que ça, quoi. Voilà, puis alors un jour, quand même, il y a le CORESO, c'est-à-dire le collectif de résistance sociale rennais, et la Ligue des droits de l'homme, qui ont alerté les directeurs et les directrices d'école sur ce fichier base élève. Alors moi, je me suis dit, je n'avais pas foutu le nez dedans. Je me suis dit, c'est bizarre quand même, voilà. Et en plus, ils appelaient à la désobéissance civile. Alors moi, ça m'a parlé, désobéissance. Je me dis, super, un truc, on va désobéir. Il faut que j'aille voir ça de plus près. Donc je suis rentrée dans ce logiciel, et en effet, ce logiciel était loin d'être anodin. Parce qu'en fait, il demandait plein de renseignements sur mes élèves. Il demandait la nationalité, il demandait la langue parlée à la maison, la date d'arrivée en France, si l'enfant devait apprendre la langue parlée à la maison, l'absentéisme, le handicap, le suivi éventuellement psychologique, etc. Waouh! Moi, je me suis dit, mais en fait, en tant que directrice d'école, je n'ai pas besoin de tout ça. À part le nom, le prénom, la profession des parents, et encore, j'en ai rien à faire. Oh, c'est quand même bizarre. Donc, je me suis un petit peu attardée là-dedans, et puis je me suis dit, désobéissance civile, ok. Moi, je ne me vois pas du tout renseigner ça. Donc, je vais désobéir. Ça ne change pas. Je vais pas remettre mon petit short, vous avez compris. Je suis une désobéisseuse. Donc, je vais désobéir, je vais rentrer en désobéissance pendant 1 an. Bon, évidemment, je ne suis pas rentrée en désobéissance toute seule. Parce qu'on ne tient pas 1 an toute seule dans une désobéissance. Alors il y avait mes collègues, bien sûr, qui me soutiennent. Et puis après, j'ai fait une réunion avec mes parents d'élèves. J'étais informée sur ce logiciel. Bon, je leur ai dit un petit peu ce qu'il en était, ce que j'avais renseigné sur leurs enfants. Et puis aussi, je les ai informés sur leurs droits d'opposition. En fait, les parents pouvaient faire valoir leurs droits d'opposition, c'est-à-dire s'opposer à ce que je remplisse un certain nombre de données sur leur enfant. Les parents ont monté un collectif de parents assez rapidement, et puis on dit, non, attends, il n'est pas question qu'elle rentre dedans, cette base de données, un tas de renseignements comme ça. Donc les parents ont fait une lettre à l'inspecteur d'académie, leur faisant valoir leurs droits d'opposition, et m'ont donné les copies. Donc ça a duré 1 année comme ça. Alors évidemment, ça n'a pas été une année sympathique, parce que j'avais des pressions hiérarchiques quand même assez importantes de mon inspecteur direct éducation nationale. Et donc il me disait, écoutez Madame Anctil, il va falloir se décider, parce que si vous continuez comme ça, moi, je vais en référer à l'inspecteur d'académie, c'est-à-dire le grand chef, pour lui dire que vous ne faites pas votre boulot de directrice d'école. Puisque quand même, je suis fonctionnaire de l'État.
Et je suis censée obéir. Et donc, c'était une mission directoriale et administrative. Enfin, je lui ai dit, écoutez, monsieur l'inspecteur, si vous le souhaitez, allez cafeter, allez le dire. Voilà. Et ça n'a pas loupé. Début juillet 2006, lorsque j'étais en résistance depuis 1 an, je reçois, non pas à l'école, étonnamment, mais à mon domicile, une convocation de mon inspecteur de cabinet, me demandant de me rencontrer pour que je lui explique pourquoi je ne renseigne pas à mes élèves. Voilà. Bon. J'arrive à ce rendez-vous, et là, il y avait 10 directeurs d'école. Ah, c'était un super collectif en résistance. Nous n'étions plus que 10. Voilà. Il y a des départements en France où ça a été super virulent, où ils étaient très nombreux, etc. Nous, au départ, on était une centaine, mais entre ceux qui mettaient rentrer un petit peu de choses, qui changeaient de nationalité. Hein, c'est vrai, pourquoi pas? Ouais, je me disais, ouais, mais enfin bon, ça vous pose pas de question de changer de nationalité quand même? Enfin, je sais pas si les Turcs, il n'est pas français, quoi. Enfin, on peut pas mettre français, enfin, voilà, bon, bref. Donc, bon, des discussions comme ça. Moi, j'ai dit, moi, je peux pas faire ça, donc ça, c'est clair, je le ferai pas. Et puis, petit à petit, évidemment, ça s'est étiolé. En fait, on s'est retrouvés 10 en résistance totale devant l'inspection académique. C'était facile de nous coincer, hein. 10, c'est repérable. 10 écoles où on ne remplit pas bas élèves, c'était assez facile. Voilà. Donc, je suis accueillie par cette délégation de collègues et puis des représentants syndicaux qui sont toujours là, qui sont toujours présents, n'est-ce pas? Et je dis, bah, écoutez, voilà, moi, je veux bien aller rencontrer ce monsieur, mais je serai accompagnée d'un représentant syndical, c'est un droit. Et là, mes collègues me disent, bah non, mais attends, ça n'a pas marché, il veut pas. Il veut pas que tu rentres avec un, nous, il n'a pas accepté, etc. Je dis, j'en ai rien à faire, c'est un droit, j'irai avec un représentant syndical. Donc, j'attends dans la salle d'attente, et puis viens chercher. Vont-ils? Oui, c'est moi. Ben voilà, donc je vous invite à rentrer dans mon bureau. Ah oui, mais attendez, je suis accompagnée d'un représentant syndical et donc je voudrais bien qu'elle m'accompagne dans cet entretien. Ah non, vos collègues directeurs n'ont pas eu de représentant syndical à les accompagner, donc pas vous non plus. Vraiment, il n'y a aucun risque, Madame Anctil. C'est un entretien hyper convivial. D'accord, ok, super. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que moi, qui suis quand même un peu battante et puis qui ne me laisse pas trop faire, bah là, je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, j'ai lâché le morceau, quoi. Je pense que j'étais fatiguée de la lutte, sans doute une petite trouille aussi, parce que je sentais que ça chauffait, quoi. J'étais limite, j'étais sur le rasoir, je pouvais sauter, je ne sais pas trop ce qu'il pouvait me faire, mais voilà. Donc, je ne suis pas battue, puis je suis rentrée toute seule. Donc, je vais vous faire une petite simulation de cet entretien. Je ne vais pas vous parler de tout ce qu'il y avait sur la base de données. Quand j'enlève mes lunettes, c'est lui, et quand je les mets, c'est moi. Bonjour, Madame Anctil. Bonjour, Monsieur l'inspecteur. Donc, je crois que vous savez pourquoi je vous ai convoqué aujourd'hui dans mon bureau. En fait, j'aimerais savoir, vous m'expliquer pourquoi, en fait, vous ne voulez pas renseigner bas élèves depuis 1 an. Alors que c'est une mission des directeurs d'école, des départements. Eh bien, écoutez, monsieur l'inspecteur, 2 choses fondamentales, en fait, qui m'empêchent de remplir ce fichier bas élèves, c'est que, tout d'abord, je ne peux pas le remplir. Ah bon? Vous ne pourrez pas le remplir? Mais pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, mes parents d'élèves ont fait valoir leur droit d'opposition. Et donc, je ne vais pas renseigner et mettre des données sur les enfants de ses parents, alors que, en fait, je ne peux pas le faire. Donc voilà, donc ça ne me paraît pas possible. Oui, enfin, Madame Anctil, vous savez très bien que même s'il y a un droit d'opposition, enfin, vous pouvez quand même remplir le fichier bas élèves. Oui, monsieur l'inspecteur, ça j'ai très bien vite compris que de toute façon, l'inspection académique et le ministère et l'Éducation nationale dans son ensemble est en train de bafouer tout simplement ce droit d'opposition. Mais moi, je ne peux pas le faire. Et la deuxième chose, monsieur l'inspecteur, qui m'inquiète énormément dans ce fichier bas élèves, c'est qu'en fait, il était soi-disant sécurisé. Et moi, dans mon école, j'ai un papa, informaticien, qui est rentré dans toutes les bases élèves de France. Magique! Il a été voir la base élève de la ville de Toulon, la ville de Toulouse, la ville de voilà, et puis on a vu donc une série de noms de gamins avec des trucs qui étaient rentrés. Donc excusez-moi, mais ce fichier n'est pas du tout sécurisé. Donc, je ne peux pas remplir ce fichier bas élèves. Oui, enfin là, Madame Anctil, par rapport à la sécurisation du fichier, je voudrais vous rappeler quand même que vous êtes responsable. Ah, je suis responsable, c'est-à-dire,
Eh bien écoutez, on vous avait demandé, lorsque ce fichier base élève a été ouvert, de changer le mot de passe, qui était en effet le code de l'école. Alors excusez-moi, monsieur l'inspecteur, mais j'ai pas dû voir une circulaire passer, mais enfin, j'ai jamais lu en fait qu'il fallait changer ce mot de passe. Donc voilà, et je pense que comme on est rentré dans toutes les bases élèves de France, je pense qu'aucun directeur d'école et aucune directrice d'école n'ont vu qu'il fallait changer de mot de passe, puisqu'on peut rentrer dans toutes les écoles en prenant simplement sur les sites académiques les numéros des écoles. Donc excusez-moi, mais non, c'est pas possible, quoi. Très bien, donc Madame Anti, j'ai pris note de votre opposition sur le fait de remplir ce fichier base élève. Donc, en fait, pour vous, il y a deux solutions. C'est ou vous remplissez ce fichier base élève et je vous laisse au mois de septembre à la rentrée pour le faire, ou alors, je vous fais sauter de votre poste. Ah. Vous avez 2 mois, les vacances d'été, pour réfléchir. Voilà. Et donc, et puis la rentrée de septembre, eh bien, écoutez, voilà, tout un mois pour remplir ce fichier base élève. Et puis si vraiment fin septembre ce n'est pas fait, eh bien écoutez, je vous muterai. Et je nommerai un directeur fonctionnaire de l'État. Bah, écoutez, monsieur l'inspecteur, j'ai bien pris note, je vais réfléchir pendant tout l'été. Et bien, écoutez, je vous tiendrai informé voilà, de ce que je ferai par rapport à ce fichier. Voilà. Il faut savoir que cet inspecteur d'académie avait dit quand même dans le journal, de manière très précise, déjà, avant juillet, qu'il avait déjà noté un gros titre qui était marqué « Invités à quitter leurs fonctions ». C'est la demande faite par l'inspection académique d'Ille-et-Vilaine au directeur d'école directrice qui refuse de remplir base élève. Ils sont peu nombreux, précise l'inspecteur d'académie, une dizaine en juillet, qui persistent dans leur position, laquelle s'avère incompatible avec leur fonction directoriale, selon le responsable. Je comprends qu'ils soient fidèles à leurs convictions, poursuit-il, mais ils ne sont pas seulement citoyens, ils sont aussi fonctionnaires. Les directeurs directrices sont priés d'assumer à la fois leurs idées et leurs devoirs, et de quitter leur poste pour devenir de simples enseignants. À la rentrée prochaine, si la contradiction leur paraît trop pesante, un problème d'équité, poursuit l'inspecteur, notant que le remplissage de base élève fait partie intégrante de la fonction territoriale. Un problème d'efficacité, plaide-t-il également, quand il compte sur les remontées de base élève pour préparer la prochaine rentrée. Ça, c'est une donnée que je n'avais pas intégrée. Que le fichier base élève allait permettre de décider des ouvertures et des fermetures de classes, dont les règles allaient être connues exclusivement par l'inspection académique et pas par les directeurs d'école. Donc je retourne dans mon école et je raconte à mes collègues, c'était pas très sympathique l'entretien, voilà. Et puis j'ai pas trop le choix en fait, il faut que je rentre au base élève ou alors je saute. Bon, mes copines m'ont dit, non, tu vas pas sauter, on n'a pas envie que tu sautes, donc tu vas rester. Ouais, mais enfin bon, ça va être compliqué là, avec les parents qui s'opposent et tout ça. On fait une réunion avec les parents, et puis on essaie de trouver un compromis, un terrain d'entente, on va essayer de trouver un truc. Donc suite à cette réunion de parents, on a trouvé un truc. C'est que je leur ai proposé de rentrer à minima ce fichier base élève. C'est-à-dire que je n'ai rentré que le nom et le prénom de l'enfant et l'adresse. Et basta. Et le reste, je gardais tout sur fiche papier dans le bureau, consultable par les parents quand ils le voulaient, etc. Donc transparence totale. Et bien étonnamment, ils m'ont foutu la paix. En fait, ce qu'ils voulaient surtout, c'était aussi avoir des effectifs. Ça permettait de ne plus avoir des doublons dans les autres classes, de ne plus permettre de dire « ouais, on peut ouvrir là parce qu'il y a un effectif de temps ». Donc c'était vraiment au gamin près. Et puis il faut savoir aussi que pendant l'été, là où je devais réfléchir sur la rentrée de septembre, Darcos a fait une grande marche arrière. Il a supprimé en fait un tas de données en fait, qui existaient, parce que la fronde a été quand même très importante sur la France dans son ensemble, et donc on a fait plier quand même les politiques par rapport à ce fichier base élève. Donc ils ont supprimé tout ce qui était absentisme, le handicap, la nationalité, la langue parlée à la maison, etc. Donc après il restait des petites choses, mais bon, on a compris plus ce que c'était pour les effectifs d'équipe. Donc là, vous voyez, c'était flippant quand même. C'était le côté flippant. Et donc j'ai frôlé la rupture dans ma résistance. Alors vous allez me dire, elle est gentille cette petite dame, elle a résisté. Ben ouais, mais pourquoi ?
C'était résister pour le plaisir de résister, ou c'était vraiment dans un autre but? Voilà. Bah, au début, c'était résister pour résister. Ça n'allait pas plus loin que ça, mais enfin, quand on a eu quand même des sanctions salariales hyper importantes, on s'est dit, wow, il y a peut-être quelque chose à faire quand même. Parce que, par exemple, quand on est rentré en lutte contre l'aide personnalisée, on a eu une semaine de retraite salaire totale. Donc voilà, ça fait réfléchir, quoi. Et puis on s'est dit, mais attends, il y a peut-être quelque chose à faire en fait. Parce qu'on est à l'intérieur là. Et à l'intérieur, on peut peut-être inventer des trucs. On peut peut-être détourner le système. On peut peut-être, comme diraient les résistants du CNRR, résister, c'est créer, créer, c'est résister. Donc on s'est dit, mais la vache, il faut qu'on résiste pour créer quelque chose. Et là, on a commencé à inventer plein de choses sur l'école. Alors, par rapport aux résistances, par exemple, je vous ai dit, livret de compétences, on était contre. On a inventé, on a créé en fait notre livret à nous. Ça demande du boulot, c'est sûr, mais qu'est-ce que c'est enrichissant. En fait, on a créé un livret de progrès, qui est toujours d'ailleurs en service dans l'école, hein, par mon maman d'élèves là. Et... Voilà, donc c'est un truc super sympa, il y a plein de petites images, c'est cool, c'est compris par tout le monde, et toutes petites phrases ridicules. Bon voilà, je range après avoir joué et travaillé, c'est pas trop compliqué à comprendre, les papas et les mamans comprennent, les enseignants aussi, et les gamins alors encore mieux quoi. Ils s'approprient ce livret de progrès avec vraiment beaucoup de plaisir, ils arrivent à même mettre leurs petits points verts tout seuls, enfin, etc. Donc voilà, on a créé ça, c'était un outil, il nous a foutu la paix, on lui a dit qu'on créait ça, pendant un an il nous a foutu la paix, puis on lui a sorti ça, il nous a dit bah, c'est très bien. Donc pas besoin de livret de compétences, on a créé ça. Ça demande du travail, c'est vrai, mais c'est super. Et puis après, on a résisté contre l'aide personnalisée. Là, on a résisté pour résister, on a sauté nos salaires. Et on s'est dit, bah attends, on va trouver autre chose. En fait, on a détourné le système. On a dit, on ne va pas systématiser nos enfants en difficulté, on va prendre tous les élèves de l'école. Enfin, les petits, les moyens, les grands. Et puis, en fait, on les a pris par petits groupes de 3 et 4, on leur disait que bon, ouais, on voyait là où il y avait des petites carences en langage, etc. Donc ça durait une première période, une deuxième période, et puis après, on a pris des enfants. On nous a foutu la paix aussi, on a rempli un super tableau qu'on lui a envoyé en disant qu'on prend tous les élèves de notre école, on ne systématise pas les enfants en difficulté. Bon, ça c'était bien aussi. Et puis après, bas élèves, bon là j'ai rien inventé, hein, il n'y avait rien à inventer, c'est que je pouvais donc remplir un petit peu la chose. Et puis la dernière chose, un jour on s'est dit, on peut peut-être aussi échanger le cours des classes. Nous, on était dans une organisation pédagogique très classique, hein, comme toutes les écoles maternelles, hein, petit, moyen, grand, enfin voilà, très très classique. Et puis on s'est dit contre cette école-là, enfin l'école de la compétition, etc., est-ce qu'on ne pourrait pas un petit peu inventer autre chose? Et là, on a mis en place une nouvelle organisation pédagogique dans l'école de Saint-Gilles. D'ailleurs, c'était la seule sur le département d'Ille-et-Vilaine. Alors, je fais bien la différence, ça s'appelle une classe multi-âge, et ce n'est pas une classe unique ou une classe enfantine. C'est-à-dire que dans une école qui est rurale, enfin urbaine, semi-urbaine, il n'y a pas de classe enfantine, il n'y a pas de toutes les petites sections jusqu'à la grande section mélangée. C'est une volonté d'une équipe pédagogique de regrouper tous les enfants. Classe multi-âge, c'est quoi? C'est les enfants de 2 ans et demi à 6 ans qui sont dans la même classe. Ok? Voilà. Alors, on peut appeler ça aussi d'ailleurs des classes de niveau quand on refuse en fait le sens de dire qu'il y a des catégorisations selon les âges. Donc classe multi-âge, on mélange les enfants de 2 ans et demi à 6 ans. Alors vous me direz pourquoi ce choix? Bah, d'abord, ça permet d'avoir un traitement égalitaire sur tous les enseignants. Parce qu'en fait, on a toute la même classe et on a toutes les mêmes effectifs. À peu près. Donc ça fait un effectif pareil dans chaque classe. Et aussi, on a à peu près le même effectif par niveau d'âge. Voilà, moyen, on en a 7, tout le monde en a 7, les grands on en a 8, tout le monde en a 8, les petits, voilà, etc. Alors pourquoi ce choix? Alors ce choix, il favorise quand même un fonctionnement d'école et de classe complètement différent que les classes d'organisation pédagogique classique. Tout d'abord, il favorise la socialisation. Parce que il y a beaucoup d'interactions en fait, avec tous ces enfants d'âge différents. Il favorise aussi l'intégration facile des petits. Les petits, quand ils rentrent, d'abord ils sont moins nombreux, ils ne sont que 3. Ce n'est pas une classe de tout petits à 20, 25 qui à la rentrée de 7 ans pleurent. Et il y en a 3, et il y en a 10, et ils ne s'arrêtent pas.
pour l'avoir vécu, pas longtemps, mais ça m'a suffi, là c'est super, quoi. Ils arrivent dans la classe, les grands les prennent sous l'oreille, ils les emmènent découvrir les petits coins de jeu, passent aux activités, enfin, ça se passe vraiment en douceur, c'est merveilleux. Ça favorise aussi l'autonomie des élèves, bien évidemment. Moi, je ne peux pas être disponible tout le temps. Comme j'ai des petits dans ma classe le matin, et que je suis prioritairement avec mes petits le matin, il faut bien que mes grands et mes moyens soient en autonomie de travail. Donc, l'acquisition d'une autonomie beaucoup plus rapide. Et puis aussi, ça suppose, en tant que pédagogue, que je mette en place aussi un certain nombre d'outils qui permettent justement à ces enfants d'être en autonomie. Donc ça peut être des petits dictionnaires de mots, ça peut être des petites fiches d'autocorrection, enfin plein de choses qui peuvent s'inventer. Ça favorise aussi l'interaction entre les élèves, particulièrement l'interaction langagière. Parce que les grands, en fait, donc, sont obligés d'ajuster en fait leur langage aux petits. Et puis les petits, eux, ils ont envie de parler comme des grands, à force de les écouter, etc. Donc ils s'enrichissent très très vite au niveau du langage, du vocabulaire, etc. Ça favorise aussi les apprentissages. Ça favorise les apprentissages parce que les apprentissages, finalement, ils sont plus rapides. Parce que quand on a une classe de 8 grands, on n'en a pas une de 35 grands. Et quand on met une situation d'apprentissage en place, en 2 jours, mes 4 groupes, mes 2 groupes de 4, ils sont passés. D'accord ? Tandis que, si j'en avais 35, vous imaginez le temps que ça dure. Parce qu'il faut tous que je les passe dans une situation d'apprentissage nouvelle, que ce soit mathématique ou autre. Donc finalement, les apprentissages sont plus rapides. Et puis aussi, ça favorise la coopération et non la compétition entre les élèves. Coopération, parce qu'on met en place un tutorat. En fait. Alors ça, c'est l'affaire de chacun, les collègues, il y en a qui l'aident plus ou moins, mais moi j'avais mis ça dans ma classe, je trouvais ça super. Et donc il y a un des plus grands qui sont tuteurs des plus petits. Voilà. Et donc, finalement, ça responsabilise les plus grands. Et puis les petits, ils ont envie de faire comme les grands, donc en fait, ils sont très observateurs, ils imitent beaucoup. Et puis, ça permet aussi à l'enseignant d'être un petit peu en dehors de tout ça. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on nous un métran, maîtresse, tu peux fermer mon manteau, maîtresse, tu peux mettre mes chaussures, maîtresse, tu mets mes lacets. Et bien là, en fait, le copain, il accompagne en fait le petit dans tout ça. Et c'est marrant que j'ai pas de manteau ce soir, mais les grands, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'enfilage du manteau en maternelle. C'est évidemment. Bah ouais, donc les grands, ils ont tellement l'habitude depuis qu'ils sont petits de faire ça qu'ils leur montrent quoi. Ils leur disent mets ton manteau à l'envers et youhou. Vous savez, ça c'est le papillon là. Oui, vous connaissez, ouais. Ils en fait les yo. Et ils deviennent vachement autonomes vite quoi. Donc après, il suffit de mettre les fermetures éclairs et tout ça. Donc ça, la maîtresse, c'est vrai, parce que même les grands, des fois, ils ne savent pas trop faire ça. Donc voilà, donc tout ça. Puis alors aussi, ça permet, en fait, et ça c'est quelque chose qui est assez chouette, je trouve, dans ces classes-là, c'est ça change complètement la relation, en fait, au niveau des apprentissages. C'est-à-dire que souvent, la relation, elle est plutôt horizontale, verticale, pardon, excusez-moi. Élève, maître, maître-élève, toi. Et puis là, dans ces classes-là, en fait, on découvre qu'il y a aussi cette approche horizontale des apprentissages, puisqu'en fait, il y a énormément d'échanges entre pairs. Voilà. Donc ça change aussi complètement la configuration d'une classe. Et moi, par exemple, dans les rites du matin, parce que les matins, c'est très rituel en école maternelle, c'est un petit peu la structuration du temps et tout ça, eh bien, petit à petit, moi, je me suis retirée, en fait, de ces rituels. C'est-à-dire que les grands, qui étaient tuteurs du petit, entre la météo, mettre le jour, etc., eh bien, les grands, en fait, transmettaient leur savoir. Alors, au début, c'est pas simple, hein, parce que les grands, ils savent pas, en fait. Ils ont des connaissances et puis ils peuvent transmettre des savoirs. Donc, c'est nous, en tant qu'enseignants, moi, en tant qu'enseignante, qui les accompagnais dans tout ça. Et puis, petit à petit, eux aussi, en fait, ils se sont aperçus très vite qu'ils connaissaient plein de choses et qu'ils pouvaient les transmettre aussi à leur père. Et donc, moi, ça fait que, un peu comme dans l'école Montessori, on se retire, en fait, en tant qu'enseignant. Et puis, il se passe plein de choses, en fait. Parce que j'ai remarqué que parfois, même dans des situations d'apprentissage, moi, j'utilise mon vocabulaire, et même si j'essayais de l'adapter au niveau de mes élèves,
eh bien, il y a des choses, c'est miraculeux, mais il suffit qu'il y ait un gamin, là, entre eux, et ça fait des déclics, c'est assez impressionnant, quoi. Donc, c'est super chouette. Ça dure, ça perdure, ça existe encore. Il y a une autre école qui nous a suivis juste après ça, dans le département. Et là, il y en a une troisième qui a l'air de vouloir se mettre en place pour cette organisation pédagogique. Et ça a été une super création, une super intention. Ça n'a pas été simple, parce que les parents n'étaient pas partants. C'est pas facile de bousculer les organisations pédagogiques d'une école. En fait, ce que les parents, surtout les parents de grande section, avaient très très peur, en fait, qu'on oublie un peu les grandes sections. Alors au départ, on partait sur 3 ans d'expérimentation. Et on a senti que, bon, ça allait pas trop le faire. Donc on a réuni nos parents et on a dit, ok, d'accord, on fait 1 an. Au bout d'1 an, on fait un bilan tous ensemble. Et puis on voit. On continue, ou pas, en fonction de ce que vos enfants ont vécu et ce que vous avez perçu. Au bout d'1 an, on a fait ce bilan. Et là, les parents de grande section ont dit, oula, on s'est complètement gouré, on s'est complètement trompé, c'était extraordinaire. Donc surtout, n'arrêtez pas, continuez. Donc voilà, ça s'est maintenu, on a fait 3 ans d'expérimentation, on a fait un super bilan. Et puis voilà, aujourd'hui, ça existe encore. Il y a un petit peu d'eau dans le gaz. La collectivité territoriale voudrait que l'école arrête cette organisation pédagogique, tout simplement parce qu'il y a une ouverture de classe, une 7e classe, et qu'ils ne veulent pas nommer d'ADSEM. Et donc, on fait comprendre à mes collègues enseignants qu'ils n'ont qu'à venir à un truc tout à fait basique et classique d'organisation pédagogique, où il y aurait des grands qui soient avec des grands et qui n'ont pas besoin d'ADSEM. Donc voilà, donc rien n'est gagné, rien n'est acquis, il faut toujours se battre, en fait. Et elles tiennent bon, même si elles ont trouvé un petit biais, elles vont faire une grande section petit. C'est bon, mais c'est bien, pour double, elles n'ont pas trop le choix. Parce que quand il y a des multi-âges comme ça, enfin, il faut une ADSEM par classe, quoi. C'est pas possible, autrement ça ne peut pas se gérer, quoi. Donc voilà, donc vous voyez, rien n'est gagné. Il faut toujours se battre pour gagner ce qu'on a pu créer. Et voilà, en tout cas, c'est une expérience pédagogique. Moi, je ne regrette rien, même si ça m'a donné un boulot. Mais je ne vous dis pas, parce qu'au début, évidemment, moi, j'étais dans une vieille institut, dans une organisation pédagogique super basique. Et là, il a fallu que je chamboule tout. Tu vois, je suis devenue une jeune enseignante, repenser ma pédagogie, mes espaces de classe, etc. Et puis, en fait, on a appris un super truc aussi entre l'équipe. On était déjà soudés, vu tout ce qu'on a mené en lutte commune. Mais en fait, on a appris à mutualiser. Ça, c'est un truc qui paraît tout simple. Eh ben, dans l'éducation nationale, on ne mutualise pas. Ah non, parce qu'en fait, on est tous un peu en train de travailler dans nos classes, puis on ne veut pas dire à la copine, parce qu'on ne sait jamais, c'est copiait, enfin voilà. Et là, en fait, on partageait tout. On avait ça sur des clés USB, moi je faisais les programmations de séances, j'ai filé aux copines, elles faisaient les trucs de maths, elles les filaient, enfin, etc. Donc ça a été vraiment génial, quoi. Et alors là, on a fait du boulot et tout ça. Et nous, ça nous a enrichis aussi, parce qu'on a énormément échangé sur nos pratiques de classe, chose qu'on ne fait pas vraiment en temps normal dans d'autres organisations pédagogiques. Et puis ça nous a permis aussi de nous rassurer et puis un petit peu d'échanger sur plein de pratiques en fait. Donc voilà, ça c'était une super expérience. Moi j'ai quitté l'école il y a 3 ans. Voilà, et ça continue et je suis super contente. Voilà, moi je vais finir ma conférence gesticulée en disant que eh bien, il faut que nous, enseignants, et vous, enseignants, s'il y en a dans la salle, se saisir de cette liberté pédagogique qui est notée dans le Code de l'éducation et que Fillon, super intelligent qu'il est, a noté pour une première fois en écrit dans le Code de l'éducation. Avant, ça a été toujours dit un peu oralement. Donc, saisissez-vous de cela. Et cette liberté pédagogique, elle permet d'inventer, de créer plein de choses extraordinaires pour que nos élèves vivent le mieux dans cette école de la République avec ses valeurs, égalité, fraternité et le dernier, je l'ai oublié, liberté pédagogique. Voilà. Je terminerai cette conférence avec une phrase qui me plaît beaucoup et qui me parle beaucoup. C'est une personne que j'apprécie particulièrement et qui rappelle ceci, et je pense que moi je l'avais gardé très au profond de ma petite tête et de ma mémoire, c'est que la tâche des instituteurs, ces obscurs soldats de la civilisation, et de donner au peuple les moyens intellectuels de se révolter. C'est une phrase de Louise Michel. Je pense qu'il est important de se la mettre dans un petit coin de la tête. Je peux la relire, bien sûr. La tâche des instituteurs, ces obscurs soldats de la civilisation,
et de donner au peuple les moyens intellectuels de se révolter. Merci.